Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, mon amour? Rentrons, je t'en prie. Je m'amuse bien ici. Si on rentre, je saurais te distraire. Tu me laveras mes chaussettes sales? Toi, t'aurais dû épouser ta mère. Oh, tu as de plus joli ça. Bonjour et bienvenue dans ce 6e et dernier épisode du Jumpscare Summer Camp. C'est la fin des vacances, terminée la plage et la grosse teuf. Rebonjour la fac, le bureau, les collègues et les mails en retard. Et quoi de mieux pour dire adieu à ces vacances dignement que de s'offrir une dernière virée à la plage pour profiter un peu du soleil avec Long Weekend, réalisé par Colin Eggleston en 78, qui suit un couple en pleine crise conjugale qui part camper le temps d'un week-end sur une plage isolée. Une fois sur place, leur séjour se transforme en véritable enfer quand la nature elle-même semble prendre vie pour les attaquer, comme pour prendre sa revanche sur la civilisation humaine. Un film qui a gagné de multiples récompenses au Festival du film fantastique de Paris, du Festival d'Avoriaz, qui a une réputation plus que solide au sein de la communauté cinéphile, et qui a pourtant fait à l'époque un flop total dans son pays d'origine, l'Australie. Cependant, le film a récemment connu une belle remise en avant en France grâce à une ressortie au cinéma et en Blu-ray dans une édition remasterisée chez Le Chat qui fume. Pour en parler avec nous, nous recevons aujourd'hui Tania du podcast 3615 Bebop. Bonjour. Merci d'être avec nous, déjà. Merci à vous pour votre invitation. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour notre audience, s'il te plaît, et nous dire ce que tu fais? Bien sûr. Alors, je participe au podcast 3615 Bebop avec 3 camarades, Kevin, Anto et Clémy. Un podcast où on évoque nos souvenirs des années 90 sur le plan télé, ciné, société, musique. Ça paraît chaque premier lundi du mois, c'est très chouette. Le podcast existe depuis bientôt 3 ans et on a déjà tourné 67 épisodes si je dis pas de bêtises. Et de mon côté, moi j'ai rejoint l'aventure il y a 1 an. Et alors, le changement d'ambiance entre les années 90 et Long Weekend, il s'est passé comment? Plutôt rude, hein, on va pas se mentir, c'est sec. tu m'étonnes. En tout cas, merci d'être là. Merci. Pour parler un peu de ce film avec nous, parce que c'est un film qui, je pense, mérite qu'on en parle pour plein de sujets, on va voir ça. On est bien sûr accompagné de Lily, chroniqueuse sur le blog du cinéma. Salut. Amélie, du festival de cinéma On vous ment. Bonsoir. Mathieu, de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Mylène, de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Et moi-même, Romain, chroniqueur chez Filmo. Alors, c'est un film un peu darkos, comme on disait à l'instant. Tania, t'en as pensé quoi, finalement? Est-ce que tu le connaissais de base? Est-ce que c'était la découverte absolue? Et comment tu l'as vécu? Alors, je connaissais pas ce film. J'avais entendu parler du remake de 2008 réalisé par Jimmy Blanks, qui a fait Mortel Saint-Valentin, notamment. Au-delà de ça, j'étais pas familière avec les films de l'exploitation, même si j'ai déjà vu Mad Max et Patrick, qui était écrit d'ailleurs par Everett de Roche, qui a aussi écrit Long Weekend. Donc je connaissais les contours un peu du genre. J'étais contente du coup de creuser un peu mes connaissances sur ce type de film, qui plus est avec un film de qualité. Alors j'ai aimé ce film pour plusieurs raisons. On a un propos qui est assez précurseur à l'époque, la destruction de l'environnement, l'écologie. Je fais un parallèle un peu foireux, mais on a un peu Soleil Vert 5 ans plus tôt, en 73, qui est une dystopie qui annonce les effets un peu dramatiques de la destruction de la nature, de la pollution, etc. Mais là, le discours est un peu différent. On a 2 inconscients qui polluent et qui détruisent l'environnement. Et vu qu'on est sur un thriller australien, forcément la nature se défend. Alors, il n'y a pas de bête monstrueuse pour venger Mère Nature. La réponse est un peu plus subtile, avec un environnement paradisiaque qui devient un cauchemar, avec la faune qui devient agressive, avec une végétation qui se referme un peu sur les personnages. Et au fur et à mesure, on a une ambiance qui devient vraiment étouffante. On a l'impression que la nature vraiment enserre le couple. Et c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais je vois un parallèle avec le projet Blair Witch qui apparaît bien plus tard, où on a une nature qui est très inquiétante, un personnage à part entière quasiment, et qui semble intervenir avec des bruits étranges, le fait qu'ils tournent en rond quand ils essaient d'en sortir, quand ils essaient de s'échapper des lieux, et qui les persécutent finalement. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai apprécié le film, c'est justement le fait que c'est assez minimaliste, parce que tout est suggéré par l'ambiance, par la musique qui est hyper efficace, par les cris des animaux, par la lumière.
Ça sent un peu le petit budget, mais avec pas grand-chose. Eggleston réussit à créer une ambiance un peu moite et poisseuse, comme on aime. On s'attend à tout moment à voir un taré débarquer du bush pour les massacrer, ou une créature immonde pour les dévorer, mais c'est plus subtil en fait. C'est une espèce de huis clos en plein air, avec une menace à la fois invisible et omniprésente, qui va confiner le couple à la folie au final. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que la nature va les hanter, les menacer, mais elle les tue pas. Alors je sais pas si je peux spoiler la fin ou pas. Tu peux spoiler, oui, le film il a 40 balais. Très bien. Du coup, oui, les auditeurs, c'est l'instant où allez voir le film si vous voulez pas être spoilé. Mais voilà, tu peux y aller. Mais effectivement, la nature va les hanter, les menacer, mais elle les tue pas. C'est-à-dire que l'aigle les agresse après qu'ils ont cassé son œuf. Il y a l'opossum qui les attaque pour se défendre. Et le dugong qui va les hanter une fois que Peter l'aura tué. Et au final, c'est les hommes qui s'entretuent et pas la nature qui intervient. Et les hommes se butent entre eux et tout est bien qui finit bien, quoi. Et finalement, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, et je finirai avec ça parce que je parle depuis très longtemps, ce qui est mis en avant dans le film, c'est le rapport justement qui est très paradoxal à l'animal. C'est-à-dire que Peter adore son chien Cricket. Il peut pas envisager de partir sans elle. Il la protège tout au long du film. Il explose d'ailleurs quand Marcia lui fait croire que son chien est mort et qu'elle l'a enterré dans les buissons. Et à côté de ça, il est quand même parti en vacances en amoureux avec son fusil de chasse et son harpon, le mec. C'est-à-dire qu'il a deux passions dans la vie. C'est descendre des bières et descendre tous les animaux de la création. Et ça commence sur la route, il écrase un kangourou. Une fois sur l'île, il va fusiller et harponner à vue. Et on a un double standard un peu qui va renvoyer l'humain face à son absurdité, avec un homme qui chérit son animal domestique et qui méprise totalement toutes les autres espèces, en fait. Oui, d'ailleurs, il y a un truc là-dessus, c'est qu'en fait, ils aiment la nature domestiquée parce que même avant qu'ils partent en vacances, la première vision que tu as de Marcia, elle s'appelle Marcia, c'est ça, c'est qu'elle est en train de mettre ses plantes dans la baignoire pour les arroser en prévision du week-end où ils seront pas là. Donc en fait, ils arrivent à prendre soin d'un animal ou d'une plante qu'ils aiment bien, mais à condition qu'elle soit domestiquée, qu'elle leur appartienne, et pas quand elle est juste dans la nature. Très bien dit. Et je te rassure, si tu trouves que t'as parlé longtemps, attends de voir Mathieu. Je trouve le parallèle avec Blair Witch vachement intéressant parce que je l'ai retrouvé aussi, ce côté labyrinthique dans la forêt, toute la nuit, où en fait déjà la forêt agit un peu comme une sorte de masse autour d'eux et tu vois rien. Je trouvais ça vachement, Blair Witch avant l'heure. Sauce australienne, donc en plus, comme tu dis, il y a l'ambiance pourrie. Tous les films d'exploitation que j'ai vus ont cette ambiance. Je sais pas si c'est vraiment propre à l'Australie d'être un pays dégueulasse. Je veux pas, voilà, ou si c'est vraiment un parti pris. Mais ouais, t'as très bien résumé, je trouve, l'ambiance complètement cauchemardesque. Sachant que, c'est là où je vais glisser mon avis vite fait avant de passer à toi, Lily. J'étais vachement surpris de voir une sorte de virée dans le fantastique au final, parce que le film n'est pas du tout vendu comme ça. Le Blu-ray le vend un peu comme une sorte de survival dans la forêt, tout ça, et le film vire vraiment dans le cauchemar réveillé assez vite, sans prévenir, et il le fait à merveille. Et il fait un très bon taf pour rendre ses personnages tout sauf aimables. Tu l'as dit, hein, avec le mec avec son fusil dans la main, tout le temps, comme si c'était son gros symbole viril, à peine abusé. Ou la meuf qui se met d'un coup à mettre de l'insecticide dans la forêt. Ce plan m'a énervé physiquement. Il est très énervant quand elle long en plus. Oui. Il est elle long. Bombe tout là. Il dure 5 minutes le plan. Il est vraiment fait pour te montrer qu'elle est complètement à l'ouest. Mais justement, par contre, il y a un truc, le chien, pour revenir sur ce que tu disais, Tania, en fait, c'est le seul truc qui fait que tu apprécies un minimum ce mec. La scène où vraiment il en prend soin, où il a envie que son chien reste auprès de lui, c'est la seule once d'humanité en fait que tu vois dans ces personnages qui sont exécrables au possible et qui sont pas du tout faits pour porter de l'empathie. Tu es du côté de la nature durant tout le long métrage en fait. Ouais, mais il finit par l'abandonner sa chienne, hein. Pardon, mais au final même ça il le laisse. Enfin. Je trouve qu'elle est un peu plus sympathique que lui. Parce qu'en fait c'est lui qui essaye de réparer un truc qui fonctionne plus depuis longtemps et il essaye de lui forcer la main alors qu'elle a pas envie. Et puis elle a pas envie de venir en fait. Donc elle a un petit côté mais j'en ai rien à foutre de la nature. Mais en fait je trouve à la limite, même si elle est antipathique, je trouve ça à la limite plus compréhensible et plus intelligent. Je la trouve un peu plus sauvable entre guillemets que lui. Et alors du coup qu'est-ce que tu as pensé du film, Lily ? Moi je vais aller droit au but. C'est un de mes films préférés de tous les temps.
Voilà, il est très très haut dans ma liste. Je suis absolument pas objective. Je le trouve sublime. Et surtout, moi, j'aime le cinéma australien, j'aime l'exploitation, que j'ai découvert par le biais d'une chaîne YouTube pas très connue. Voilà. Ça s'appelle Le Coin du Bis, je sais pas si vous connaissez. Voilà. Non, ça mérite pas d'être connu. Ça reste tel quel. Et du coup, moi, je connaissais du cinéma australien, je connaissais les trucs qu'on connaît tous, genre Mad Max ou Muriel, et Crocodile Dundee, évidemment. J'aimais déjà bien ça, mais j'ai vraiment découvert le genre australien, en fait, avec Long Weekend. Et puis parce que en fait les étoiles sont alignées, quoi. Non seulement c'est de l'exploitation australienne, mais c'est aussi un film qui parle d'un couple dysfonctionnel et d'attaque animale, donc c'est un petit peu tout ce que j'aime, quoi. Donc voilà, j'adore ce film. Et puis quand on aime le cinéma australien, on s'aperçoit qu'il y a un lien culturel fort avec la faune endémique locale, que ce soit dans Long Weekend ou dans d'autres films comme Waking Fright ou dernièrement. T'as vu la flore? Pardon? T'as vu la faune, quoi, australienne? Toi aussi? Je peux comprendre qu'il y a un rapport vu la gueule de la faune. Oui, oui, bien sûr, parce que c'est le pays où il y a le plus d'espèces endémiques. Donc le plus d'espèces originaires du territoire. Donc et aussi parmi ces espèces, parmi les plus dangereuses du monde. Donc voilà. Donc ça crée une menace qui en fait existe dans leur quotidien, en fait. Donc je comprends que ça se retrouve dans leur cinéma. Et du coup, dans ce cinéma, il y a souvent une menace extérieure qui plane, qui provient d'une nature hostile. Et du coup, particulièrement dans Long Weekend, où, comme Tania l'a dit, le couple il est entouré de sons, il y a des bruissements d'herbe, des branches qui craquent, tout est suggéré, quoi. Mais tu ressens quand même la présence de l'animal parce qu'il y a beaucoup de caméras subjectives posées au ras du sol, donc à hauteur d'animal. Puis en fait, ce qui déclenche la colère de la nature environnante, c'est assez évocateur, puisque c'est le meurtre d'un dugong, qui est une espèce rare qu'on trouve quasiment que là-bas. Et du coup, je rejoins Tania, hein, le film il a un propos écologiste assez fascinant pour son époque, parce qu'on est à la fin des années 70. C'est le début de l'avènement je crois que c'est déjà l'avènement des grandes villes. Et on commence à approcher de la période fric et frime des années 80, donc les grosses voitures, pas une époque très écolo-friendly. Et là, on nous montre un couple fortuné qui, dans un film américain, serait plutôt un objet de fascination. Parce qu'on peut leur opposer des couples comme ceux des films avec Barbra Streisand, fin des années 60, début 70, où on est dans une imagerie bourgeoise glamour. Dans Long Weekend, au contraire, ils sont dépeints comme des connards de citadins, hein, comme on l'a dit, hein, qui détruisent tout et qui n'ont aucun respect pour la nature sauvage. Et là, ce que je trouve fascinant, c'est qu'il y a une métaphore aussi un peu mystique par rapport à leur crise de couple. La plage, elle est un petit peu mystérieuse. Les autochtones, ils savent pas où c'est. Et elle leur apparaît alors qu'ils tournent en rond, en fait. Il y a personne sur la plage, alors qu'elle est paradisiaque, hein. Il y a personne, à part un deuxième couple, qui lui aussi se volatilise mystérieusement. Comme si c'était un lieu où les histoires d'amour se cachent pour mourir. Et c'est d'ailleurs l'endroit où ils vont achever de se détruire l'un et l'autre. Donc pour moi, il y a un truc très poétique dans le fait que la nature reprend ses droits, à la fois sur le plan naturel, parce que l'humain a beau essayer de conquérir la nature, ça se retourne toujours contre lui, comme le dépeint le film, mais aussi sur le plan sentimental, parce que le film nous dit que quand il n'y a plus de sentiments, ça sert à rien d'essayer de forcer les choses. Et il y a aussi cette espèce de désir de maternité contrarié. On comprend pas trop qui de l'un, qui de l'autre voulait cet enfant ou pas, c'est très confus. Donc en fait, ils n'arrivent pas à s'entendre, et c'est souvent ce qui fait mourir un couple, hein, c'est que des fois on n'est pas d'accord sur des choses essentielles comme ça. Et quand il y a un désir d'enfant chez l'un et pas chez l'autre, des fois ça suffit à détruire une histoire, quoi. Donc en fait, la fin, elle est inévitable et tout aussi naturelle, en fait, parce que l'humain aussi, dans le fond, est un animal avec des besoins assez triviaux. C'est le mot, je sais pas. Voilà. Et en fait, je trouve ça assez vertigineux et très joli pour ce petit film pourtant très modeste, et qui, en très peu de mouvements de caméra, arrive à dépeindre un paysage absolument magnifique et terrifiant. Il y a quasiment rien dans ce film en termes de... Oui, il y a que du son. C'est beaucoup de plans fixes, c'est ça, et du son. Donc c'est un grand oui pour toi, Lily. Mylène, est-ce que toi tu es d'accord? Eh ben oui, totalement. C'est un film que j'aime beaucoup. Comme toi, Romain, la première fois que je l'ai vu, j'ai été très surprise par
l'aspect fantastique en fait qui plane dans le film. Alors jamais de manière très frontale, mais il y a quand même un truc un peu étrange comme la plage de Hold en mieux fait quand même. Et c'est un film qui est clairement en avance sur son temps pour moi. Je vais faire un parallèle peut-être complètement foireux, mais moi j'y vois vraiment de l'écoféminisme dans ce film-là, parce que on a un parallèle entre le fait qu'on ne prenne pas soin de la mère nature, que l'homme ne la respecte pas et essaye de la dominer, de la conquérir, et ce parallèle avec sa femme en fait, où clairement donc elle n'a pas envie d'être ici, comme tu disais Lily, pour elle c'est clairement fini, et lui en fait il veut presque faire des choix à sa place. Plusieurs fois on va le voir, elle lui dit ce qu'elle veut faire et en fait il décide toujours de ce qui va se passer, et il a en fait ce même comportement avec la nature, c'est-à-dire qu'il part chasser avec son arme, il jette des bouteilles dans l'eau, il est là en fait, il a un comportement clairement d'un homme toxique en fait, envers sa femme et envers la nature, et je trouve qu'il y a un parallèle assez sympathique là-dessus, enfin sympathique, non c'est pas le mot, il y a un parallèle qui est très bien fait là-dessus, et d'ailleurs il y a un fondu qui est plus appuyé dans le remake et un peu moins dans l'original, mais ça fonctionne très bien dans l'original. C'est le parallèle entre la Barbie qui est échouée sur la plage avec justement un peu plus tard Marcia qui est pareil par terre plus tard. Et donc dans le remake là on a vraiment un fondu entre les deux qui est très poussé et qui à mon sens n'est pas nécessaire. Mais voilà, je trouve que ça c'est vraiment, il a réussi à mettre en lumière un phénomène qu'on voit très peu à cette époque-là. Le film il sort en 78, l'écoféminisme, le premier terme en français c'est en 74. Et donc là, on a vraiment une nouvelle mouvance. Si aujourd'hui, c'est un thème qu'on retrouve pas mal dans Annihilation, il y a plein de films comme ça qui reprennent un peu ce propos-là. Là, on est vraiment avant-gardiste. Et d'ailleurs, le film, il n'a pas du tout marché en Australie. Il a marché partout ailleurs, mais en Australie, ça n'a pas beaucoup marché. Et j'ai vu quelques critiques qui pouvaient dire que possiblement, justement, en Australie, faire de la nature une menace, c'était quelque chose qui n'était pas viable pour eux parce qu'ils vivent tout le temps dans cette nature, en fait. Et à aucun moment, ça peut devenir une menace pour eux. Et c'est vrai que nous, on n'est pas du tout habitués à ces décors qui nous paraissent déjà surréalistes de base. Et peut-être que ça fonctionne plus sur nous qui ne sommes pas du tout habitués à cette faune et à cette flore. Et c'est peut-être aussi l'un des éléments majeurs qui fait qu'en France, ça a bien marché. Enfin, de manière de niche quand même, mais ça a bien marché. En tout cas, c'est un grand oui pour moi. Je trouve que le film est assez incroyable. Et en plus, c'est un pari aussi parce que le film est très lent. Le film est très long, il est très lent, c'est un parti pris. Il y a très peu de musique, il y a des scènes qui sont très très malaisantes et qui n'ont presque pas de BO. Et pourtant, la tension ne fait qu'accroître et on est vraiment très mal à l'aise. Et d'ailleurs, à la fin, je trouve qu'il y a presque un sentiment de début de post-apo. Comme si, en fait, ce qui venait de se passer n'était que le début, en fait, d'une pandémie. Avec la nature qui traite l'homme comme un virus, en plus. C'est ça, c'est vrai. Ouais. Encore un oui, ça part bien, en tout cas, pour le film. On a un détracteur qui va être très content de ta partie, en effet, sur Twitter, je pense. De ton côté, Amélie, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, c'est un grand oui aussi. C'est un film qui est vraiment magnifique. Il est très, très intense. Même, malgré son rythme un peu lent, il est très intense. Tout simplement parce que tous les plans sont très signifiants. Il y a beaucoup de symbolique. Il y a beaucoup... par exemple, ce fusil marin qui tire des flèches, il est souvent pointé sur les personnages dans le cadre. Il y a beaucoup de choses comme ça où, en fait, tu vois la relation entre l'homme et la nature et la relation entre les personnages dans la manière dont ils sont positionnés dans le cadre. Et effectivement, c'est un film qu'on pourrait se plaire à analyser et peut-être à suranalyser. Moi, j'y ai trouvé une dimension un petit peu mythique, mais presque du mythe biblique. Je trouve que c'est une genèse inversée, en fait. Dans la genèse, il y a l'homme qui est sorti de la terre, on crée la femme à partir de lui. Ils vivent dans le jardin d'Éden qui est paradisiaque, où tous les animaux sont gentils avec eux. Et puis, il y a un péché qui est commis par la femme, et ils sont chassés du jardin d'Éden pour vivre à l'extérieur et souffrir. Et là, c'est un petit peu exactement l'opposé, c'est le mouvement inverse qui se crée, c'est-à-dire qu'il y a un péché qui a été commis par la femme. Alors quand je dis péché, en fait, c'est que cet avortement, on sent très vite que c'est le centre du film. On sent qu'elle s'en veut beaucoup, notamment en entendant les cris d'animaux qui ressemblent à des cris de bébés, et lui, il lui en veut beaucoup d'avoir avorté. On sent que, en plus, cet avortement, il est lié à un adultère, donc on a vraiment une sorte de faute biblique très, très importante qui les marque, en fait, qui les marque dans leur chair aussi. Et du coup, ils se retrouvent dans ce jardin d'Éden infernal
qui n'existe pas d'ailleurs parce que les locaux ne connaissent pas cette plage. Elle est coupée du monde en fait, donc ils sont extraits du monde pour revenir dans ce jardin-là où ils vont connaître une nature qui est cette fois très hostile envers eux, même si eux aussi sont hostiles à la nature. D'ailleurs dans la Genèse il y a un lien entre Adam et Ève qui est qu'ils se connaissent bibliquement, c'est-à-dire qu'ils baisent très clairement, et là c'est un couple qui ne baise plus. Ils n'ont plus cette relation charnelle entre eux, et c'est aussi un sujet de conflit entre eux. Et du coup, cette Genèse, elle continue à s'inverser puisque c'est le mari qui tue sa propre femme sans faire exprès, et il finit par mourir lui-même, écrasé. D'ailleurs, il revient un peu à la terre en fait. Et du coup, on dirait vraiment que c'est le mythe de la Genèse qui est tiré dans l'autre sens. Ce couple coupé du monde, c'est un Adam et Ève qui sont en fait au lieu d'être dans un jardin paradisiaque, ils sont vraiment dans le purgatoire presque. Ils sont dans le purgatoire de leur couple, ils sont dans le purgatoire de leur consommation. Ils le disent qu'ils sont des néo-cannibales en fait. Ils consomment la chair, ils sont adultères, ils sont consommateurs tout court. Ils ont dépensé des $2000 pour s'acheter une super tente. Ils consomment de la viande, ils consomment la nature autour d'eux. C'est des consommateurs et ils vont finalement être punis pour cette consommation excessive dans tous les aspects de leur vie, en fait. Et c'est pour ça que il est si oppressant, que le film est si oppressant. Et d'ailleurs, on a cette nature qui crie en permanence. On parlait tout à l'heure du fait qu'elle bombe les fourmis. Mais en fait, à chaque fois qu'il tue un animal ou qu'il menace un animal, on entend toute la nature qui hurle. C'est presque... Tu parlais de la musique, Mylène, mais là, c'est presque un schéma, un motif récurrent sonore. C'est que... quand il bombe les fourmis, quand il brise cet œuf qui est hyper symbolique aussi, parce que c'est une femme qui vient d'avorter et elle porte avec elle tout le temps cet œuf d'aigle, elle le brise. Enfin bref, il y a quelque chose encore là-dessus sur la maternité, sur le fait de garder cet œuf et de le détruire ou pas. Enfin bref, du coup, c'est extrêmement métaphorique dans tous les sens, mais bon, ce qu'on retient, c'est qu'à la fin, ils se font quand même bien niquer. Voilà. Ils sont ken, en effet. Ils sont bien ken. Sachant, tu parles des animaux qui crient, un truc qui m'a fait rire, c'est que même les fourmis crient. Oui, les fourmis crient. En mode, c'est normal. Ouais. Non, je trouve la théorie du jardin d'Éden inversée vraiment pertinente, parce que pour le coup, Everett de Roche, donc le scénariste, il a un côté très mystique. Ça se retrouve, je sais pas si c'est avant ou après, dans Harlequin. Harlequin, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Harlequin, t'as aussi un truc très spirituel où finalement c'est 80 Harlequin. Oui, donc plus tard, où en fait t'as une espèce de gourou mystique et finalement c'est lui qui a raison en fait, et il fallait se placer du côté de la foi, donc je trouve ça très pertinent. Il y a un mot qui est revenu dans toutes vos critiques, Ostpotation. On a un spécialiste avec nous qui va nous lâcher sa demi-heure habituelle. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est que l'Ostpotation, Mathieu, et ce que tu as pensé du film ? Alors, spécialiste, oui et non, parce que en vrai, l'Ostpotation, je l'ai découvert comme beaucoup de gens, c'est-à-dire via un documentaire qui sortira en 2008, réalisé par Mark Hatley, qui s'appelle Not Quite Hollywood. Et pour les personnes qui ne connaissent pas, je vous encourage vivement à regarder ce documentaire qui est, je crois, disponible actuellement sur Shadows, et qui est grosso modo un documentaire qui revient sur toute l'Ostpotation. Donc l'Ostpotation, en deux mots, c'est l'association de deux mots justement, donc aussi... qui qualifie donc l'Australie et l'exploitation, donc cinéma d'exploitation. Donc l'Exploitation, c'est le cinéma d'exploitation australien, et c'est grosso modo une période qui court du début des années 70 jusqu'au milieu des années 80, et qui va englober plein de films complètement ravagés. Alors pourquoi cette vague ? C'est parti de deux premiers ministres australiens qui se sont dit que ça faisait des années que le cinéma australien était quasiment au point mort. Enfin, il y a très très peu de films purement australiens qui étaient réalisés. L'Australie, c'était souvent un endroit où on venait tourner des films étrangers, ou alors c'était des coproductions, mais vraiment le cinéma australien, c'était vraiment pas le cinéma le plus florissant au monde. Et donc à la fin des années 60, début 70, il y a des fonds gouvernementaux qui vont être débloqués pour pouvoir justement recréer mettre
un petit coup de boost au cinéma australien, quoi. Donc de là vont émerger des cinéastes majeurs comme Peter Weir avec Les voitures qui ont mangé Paris, avec Picnic à Hanging Rock qui est un chef-d'œuvre absolu. Enfin, vraiment, si vous l'avez pas vu, celui-là, faut vraiment sauter dessus. Du coup, voilà, le cinéma australien va commencer à faire le tour des festivals. Il y a aussi Walkabout, la randonnée de Nicholas Roeg, qui parle aussi de la condition des aborigènes en Australie. Ça, c'est un sujet qui revient très souvent. Et voilà, donc le cinéma australien va être présent dans pas mal de festivals au début des années 70. Sauf que ces fonds gouvernementaux vont aussi aider des réalisateurs qui, eux, s'en foutent éperdument de faire du grand cinéma avec des guillemets. Eux, ce qu'ils veulent, en fait, c'est faire ce qu'ils voient dans les drive-in, c'est-à-dire du cinéma d'exploitation, comme les États-Unis en produisaient pas mal aussi à l'époque, et donc des films mal élevés, avec du sexe, de la violence, et surtout, ce qui fait vraiment la touche australienne, ce qui vraiment, pour moi, qualifie l'exploitation, c'est le côté, encore une fois, purement australien de la testostérone vraiment à tous les étages, quoi. C'est-à-dire que les mecs sont des gros bœufs qui carburent à la bière H24 et qui sont jamais les derniers pour déclencher une bagarre ou pour aller foutre des mains au cul des meufs. Enfin, c'est vraiment un cinéma de gros bourrins, quoi. Et aussi, une des caractéristiques majeures de l'exploitation, c'est les courses-poursuites. Les courses-poursuites de voitures, c'est pas que Mad Max. Enfin, Mad Max, encore une fois, c'est vraiment pour moi l'arbre qui cache la forêt. Il y a plein d'autres films avant d'exploitation qui sont au moins aussi dingues en matière de courses-poursuites. Et pourquoi est-ce que les courses-poursuites australiennes sont plus impactantes, plus impressionnantes que ce qui a pu être fait auparavant dans d'autres pays? C'est que l'Australien, en fait, a un petit peu comme un Américain une espèce de culte au niveau de la voiture. Et étant donné que l'Australie, c'est de très très grands espaces, pour aller d'un point A à un point B, il faut forcément une voiture, et il faut une voiture qui va très vite et qui ne tombe pas en panne. Donc le truc, c'est que il y a beaucoup de films d'exploitation avec des mecs, en fait, qui sont déjà cramés à la bière à 3h de l'après-midi et qui roulent à tombeau ouvert dans l'outback en écrasant tous les kangourous qu'ils trouvent qu'ils trouvent devant eux. Et voilà, et ça, c'est vraiment la mentalité australienne dans ce type de cinéma, donc dans l'exploitation. Et l'exploitation, c'est quelque chose qui a été très difficilement visible pendant un long moment. Moi, je me rappelle en fait avoir interviewé Stéphane Bouillet, donc il y a des années, Stéphane Bouillet qui gère le Chat qui fume, en lui demandant c'est quand qu'on a des films d'exploitation. Donc cette interview, c'était il y a, je sais pas, 6 ou 7 ans, un truc comme ça. Et il me disait, mais en fait, non, c'est chaud, parce que autant éditer des films d'exploitation italiens ou américains, enfin, il n'y a pas de souci. Par contre, les droits, pour ce qui est du cinéma d'exploitation australien, c'est tout de suite plus difficile, parce que voilà, enfin, ils sont un peu éparpillés, tout ça, les films sont pas forcément restaurés ou quoi. Sauf que, depuis quelques années, c'est exactement l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que, d'un seul coup, enfin, les Australiens sont mis, en fait, à restaurer tous ces films-là, parce que, voilà, encore une fois, le documentaire Not Quite Hollywood avait fait le tour du monde et tout le monde s'était intéressé à ces films et s'était rendu compte qu'il y avait, il n'y a pas que Mad Max, quoi. Il y avait des pépites absolues et dont certaines, en fait, ont même été très, très, très mises en avant. Je pense principalement à Waking Fright, qui est retourné encore une fois au Festival de Cannes. Et qui est un des grands classiques du cinéma d'exploitation, même si paradoxalement Waking Fright, c'est pas forcément un film d'exploitation et c'est pas non plus un film 100% australien, parce que le réalisateur, c'est Ted Kotcheff, donc c'est un mec qui est canadien qui plus tard réalisera Rambo dans les années 80, et Waking Fright, c'est le regard d'un Canadien sur l'Australie et toute la folie furieuse qu'il peut y avoir. Vraiment, si vous cherchez un film avec une puissance équivalente à Massacre à la tronçonneuse en termes d'intensité, de chaleur, de crasse, de malaise, Waking Fright, vraiment, il faut vraiment vous jeter dessus. Enfin, c'est un passage obligé, quoi. Mais voilà, c'est le entre guillemets le porte-étendard de l'exploitation, même si paradoxalement, c'est pas un film australien et c'est pas non plus un film d'exploitation. Mais voilà, l'exploitation, c'est vraiment des dizaines et des dizaines de films que quand on regarde Not Quite Hollywood, on se dit, ah mais tiens, celui-là en fait celui-là je le connaissais, mais je n'étais pas forcément au courant qu'il était là-dedans, quoi. Voilà, Razorback, qui a fait le tour des festivals et des vidéoclubs, c'est purement un film d'exploitation. Harlequin, dont on parlait juste avant. Il y a des petits classiques aussi qui sont assez méconnus mais qui méritent vraiment le détour. Enfin, Next of Kin, qui est plus ou moins un film d'épouvante, qu'on a beaucoup comparé à tort à Shining. Mais qui est encore une fois un très très bon film. Et surtout, moi, un truc que j'adore dans l'exploitation, c'est vraiment le côté ultra bourrin du truc et les cascades et les crashs complètement dingues. Et il y a un mec qui pour moi est mon héros. C'est un mec qui s'appelle Grant Page et qui a
chorégraphié pas mal de cascades dans le cinéma d'exploitation et qui est une espèce de Jackie Chan puissance 10, c'est-à-dire que le mec c'est un miracle que le gars soit encore en vie à l'heure actuelle. Et si vous voulez rigoler un coup, vous tapez Grand Page sur YouTube, vous cherchez cascade, donc stunts, et regardez un petit peu ce que le mec faisait. C'est vraiment du délire, quoi. Le cinéma australien, c'est vraiment un monde à part. C'est un monde à part. C'est un type de cinéma qui pourrait, je pense, plus être fait aujourd'hui en termes de sécurité, en termes de pas mal de choses. Mais voilà, c'est vraiment un cinéma que je vous encourage à regarder. Et mon avis très court sur Long Weekend, je suis un petit peu du même avis que tout le monde, sachant que tout a déjà été dit. Il y a quelques trucs qui sont intéressants dans le remake. Alors, je suis vraiment pas fan des remakes en fait qui copient le truc plan par plan, mais il y a 2-3 trucs qui sont un petit peu plus clairs dans le remake par rapport à l'original. Là où je suis un petit peu moins chaud, c'est dans l'équilibre entre les deux personnages. C'est-à-dire que dans le film original, et l'homme et la femme sont, pour moi en tout cas, aussi détestables l'un que l'autre. Dans le remake, on a un petit peu plus de sympathie pour l'homme, qui est joué en plus par Jim Caviezel, pas forcément un acteur que j'apprécie non plus, et surtout la question de l'avortement est légèrement différente. C'est-à-dire que dans l'original, on ne savait pas qui était le père de l'enfant donc qui a été avorté, donc il y avait une espèce de doute en fait à ce niveau-là. Dans le remake, il y a une petite correction, c'est-à-dire que la femme dit clairement j'ai avorté, et le mari après l'engueule en disant voilà, t'as avorté parce que tu savais que c'était mon enfant et t'as fait ça juste pour m'emmerder en fait. Et je trouve qu'il y a des trucs qui font qu'il y a une espèce de déséquilibre que je trouve pas forcément très bon, parce que là où le premier était à mon sens bien équilibré, c'était pas forcément non plus le film le plus subtil ou fin du monde, quoi. Il y a des métaphores, il y a des parallèles, tout ça, mais bon, le parallèle entre l'avortement et l'œuf, c'est pas surtout qu'ils le disent, ils le disent clairement quand elle pète l'œuf. Ouais. Voilà, donc ça reste quand même un fil d'exploitation, hein. C'est pas non plus un truc ultra chiadé à 100%, mais je trouve que le remake, même si il est mieux réalisé, il est plus clair en termes de narration, il y a un truc qui le fait pencher du mauvais côté, c'est-à-dire qu'en plus avec Jim Caviezel qui est dans des bails pas très cool en ce moment, il y a un côté pro-life, je trouve, dans le remake qui me gêne un petit peu. Voilà, donc si vous deviez n'en regarder qu'un seul, préférez vraiment l'original, qui, malgré un rythme peut-être un peu moins réussi que dans le remake, je le trouve bien plus intéressant parce que, encore une fois, même s'il n'est pas très représentatif de ce qu'est l'exploitation, parce que voilà, il n'y a pas de course-poursuite, il n'y a pas de baston, il n'y a pas beaucoup de nudité, je le trouve plus intéressant que le remake, qui est techniquement beaucoup plus réussi, mais qui a un petit truc un peu chelou qui m'emmerde un peu, quoi. Sachant que l'original est maintenant trouvable en plus facilement, il est sur Prime. Donc si vous avez un abonnement, n'hésitez pas. Et il y a le Blu-ray sorti par Stéphane Bouillet que tu viens d'évoquer, chez Le Chat qui Fume, dans une putain d'édition en plus. Mais c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est marrant, c'est que quand j'en parlais avec Stéphane, en fait, il y a des années, il me disait non, c'est pas possible et tout. Enfin, le cinéma d'exploitation australien, enfin, ça va être, on l'aura jamais, quoi. Et des années plus tard, en fait, il en édite 3, 4, 5, enfin je sais plus. Il y a Fair Game aussi, qui est un film de fou furieux qu'il a édité. Il y a le premier film d'Alex Proyas, Spirit of the Air, Gremlins of the Cloud, qui est une petite bizarrerie, mais qui mérite d'être vu, voilà, si vous êtes fan du bonhomme. Il y a Link aussi, je crois, de mémoire, réalisé par Richard Franklin, avec un singe qui pète un câble. Chez d'autres éditeurs, il y a Harlequin aussi qui a été édité. Il y a Les Traqués de l'an 2000 de Brian Trenchard Smith, qui est un grand nom de l'exploitation, qui a été édité récemment chez Rimini, je crois. Enfin bref. Next of Kin aussi chez Le Chat qui Fume. Ouais, il y a beaucoup en fait de grands classiques de l'exploitation qui sortent comme ça, boum, subitement. Et ça se vend. Ça se vend puisque ça fait plaisir. Ils sont épuisés. Ah ouais, il a dû en rééditer quelques-uns, Stéphane. En tout cas, en fait, les premiers tirages sont épuisés. Il a dû les ressortir dans des boîtiers moins collector et moins chers ensuite. Voilà, une preuve que ça se vend quand même. Il y a pas mal de bonus en plus dans l'édition de Long Weekend. Elle est vraiment bien. Hein. Franchement, il y a des vrais trucs dedans. C'est cool. Ouais. C'est un instant pub gratuite. Stéphane, si tu nous écoutes, bien sûr, tu as notre adresse pour nous envoyer des Blu-ray. tu n'hésites pas. Avant de passer à l'avis des auditeurs, je rebondis sur ce que tu as dit, Mathieu, sur le fait que le cinéma australien, il y a des trucs qu'il ne ferait plus maintenant.
pour plein de raisons de sécurité, de studio et tout. Il y a un grand malade qui s'appelle George Miller, qui a réalisé Mad Max Fury Road il y a quelques années, qui s'amuse quand même à refaire des trucs de psychopathe avec Mad Max Fury Road. Et les mecs qui ont bossé sur le tournage disaient en fait que le jeu c'était de le laisser faire ses machins de psychopathe en essayant de dévier les studios du tournage pour éviter qu'ils viennent trop faire chier. Donc pendant que George Miller faisait un tour du plateau à des producteurs qui venaient voir le bordel, parce que quand même quand t'es à Los Angeles, t'entends des histoires de Mad Max où genre y a pas de rush qui sort, tu vois pas ce qui se passe, Tom Hardy ne parle pas, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Donc ils faisaient diversion et des mecs partaient avec les véhicules faire des grosses cascades de fous dans les dunes derrière sans sécurité, pleine nuit comme ça. Voilà, il y a un peu de cet esprit qui survit difficilement. Oui. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Mad Max Fury Road est une folie, voilà. Ouais, je pense aussi que Mad Max Fury Road a pas mal aussi aidé à débloquer certaines choses par rapport au film d'exploitation australien, quoi. Parce que là, récemment encore, il y a des petits éditeurs qui émergent, qui viennent de se créer et qui éditent aussi de l'exploitation, quoi. Par exemple, il y a un éditeur qui est tout récent, qui s'appelle Intersection, qui a édité Mad Dog Morgan. Alors Mad Dog Morgan, en fait, c'est pas vraiment arrangé dans l'exploitation, mais c'est un film, encore une fois, de fou furieux, parce que c'est sur une grande figure contestataire de l'Australie, donc c'est un film historique, et le personnage principal est joué par Dennis Hopper. Dennis Hopper qui était complètement cramé sur le tournage, donc vraiment le film c'est un miracle qu'il ait pu être fait de A à Z, et surtout il y a une cascade, une des cascades les plus folles que j'ai vues de ma vie, réalisée encore une fois par Grant Page, où Grant Page est dos à une corniche et fait un plongeon de 30 mètres de haut en finissant par faire un plat du dos donc dans l'étang du dos qui avait donc 30 mètres plus bas en étant en torche humaine et voilà, et rien que pour ça je pense qu'il faut voir le film. Le Camoulox, ok. Voilà, et du coup non, je trouve ça vraiment cool que ces films qui étaient quasiment invisibles depuis un petit moment finissent quasiment tous en fait par être réédités dans de très très belles éditions, quoi. Merci Stéphane, en tout cas. Stéphane qui nous a envoyé bien sûr son opinion sur le film sur Twitter en disant je préfère le remake. Voilà, petit blagueur. On a Melvin Z, évidemment un autre spécialiste de Mad Max et du cinéma australien qu'on salue au passage, qui a fait un documentaire sur Mad Max aussi que je conseille, qui est super, qui nous a juste envoyé. Alors à votre avis, quel est le crime contre nature qui est mentionné sur l'affiche française du film ? On l'a évoqué, je pense. Tout le monde l'a. Oui. Oui, voilà. C'est l'avortement, je pense. L'avortement. Après, en fait, il y a eu une discussion avec Romain de Jaws 3D en dessous. Romain de Jaws 3D, encore lui, qui squatte un peu très à l'aise, pour parler de est-ce que c'est un film pro-life ou pas. Du coup, moi, je pense pas. Non, moi, je dirais pas ça. Je dirais pas ça parce que... moi, personnellement, je trouve que en fait, ils se disputent entre eux à propos de ce truc-là. Mais c'est pas ça qui fait qu'ils sont punis, en fait. Ils sont punis dans la manière dont ils se comportent entre eux et avec la nature, et je crois pas que... en fait, l'avortement, c'est juste le début de leur... c'est la cristallisation du fait qu'ils peuvent pas se blairer, en fait. Mais c'est pas ça qui est puni dans le film, en tout cas pour moi. Lily, je sais pas ce que tu allais ajouter, mais... Non, mais il y a un moment où ils ont une discussion tous les deux et il lui dit nous sommes tous les deux des cannibales de chair humaine. Voilà. Et en fait, je crois que c'est ça, en fait, le problème, c'est qu'ils se détruisent l'un et l'autre et ils détruisent l'environnement. Donc, c'est plus le crime contre nature. Je pense que oui, comme tu dis, c'est le déclencheur, l'avortement, mais en fait, c'est leur relation qui est contre nature et destructrice, autant sur le plan humain que animal, quoi. Le truc pro-life, je le trouve beaucoup plus problématique, entre guillemets, dans le remake que dans l'original. L'original, pour moi, encore une fois, ils sont vraiment à mettre au même niveau l'un et l'autre, ils sont vraiment aussi atroces l'un que l'autre, tandis que dans le remake, il y a une espèce de petit déséquilibre qui peut amener en fait à penser ça, quoi. Et en plus avec Jim Caviezel dans le rôle principal, je trouve que c'est plus le remake en fait qu'il faudrait pointer du doigt plutôt que le film original. Même dans le dialogue, on te dit vraiment que c'est des nuisibles en fait pour eux, pour les autres, et finalement est-ce que c'est pas eux dès le départ qui créent en fait cette nuisance par leur façon de se comporter en fait entre eux dans la nature, et qui fait qu'elle se retourne contre eux. Au-delà du fait qu'ils attaquent la nature et qu'ils la respectent pas, t'as un peu l'impression qu'ils emmènent un espèce de nuage avec eux et que c'est eux qui ont presque créé cet événement. Mais il n'y a pas trop de rapport, en tout cas pour moi, même si oui, c'est ce qui brise leur couple, il n'y a pas de propos pro-life, mais effectivement c'est un peu plus touchy dans le remake,
Peut-être parce que les acteurs jouent aussi bien moins bien. Ça ne voulait rien dire. Mais non, oui, c'est vrai que dans le remake, c'est un peu bien moins bien. Je vais m'arrêter là. La chaleur lyonnaise l'a eu. Complètement d'accord avec le fait que le crime contre nature, c'est peut-être pas forcément, alors en tout cas dans la version de 78, c'est peut-être pas forcément l'avortement, mais plus le crime qui est perpétré contre la nature directement. Et d'ailleurs, alors c'est peut-être une surinterprétation, mais si vous vous souvenez bien, au début, quand l'héroïne reçoit un coup de téléphone, elle est en train de regarder la télévision, et il y a un reportage sur les cacatoès qui sont en train d'envahir l'ouest de Sydney, je crois, et c'est comme ça que son conjoint trouve la mort. C'est indirectement, il y a le chauffeur du camion qui est attaqué par un cacatoès, qui justement perd sa trajectoire et percute le héros. Et alors encore une fois, c'est peut-être surinterprété et j'aimerais bien avoir vos avis, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de prévention justement de la nature qu'ils bafouent complètement, qu'ils ignorent totalement, et malgré cet avertissement, ils décident, ou en tout cas, ils s'en foutent complètement. Ils massacrent la nature malgré tout, même s'il y a eu cet avertissement. Si, complètement. D'ailleurs, même à la radio, je crois, ça parle de catastrophes naturelles, ça dit qu'il va y avoir un ouragan ou je sais pas quoi. Et en fait, le film, il est construit comme une partie d'échecs. En fait, chacun joue à son tour. Au début, ils arrivent avec leurs grosses bagnoles, tout ça, et du coup, la nature leur met un petit coup de pression, on va dire. Au début, c'est les fourmis, voilà. Et comme ils vont de plus en plus loin, à chaque fois, eux, ils commettent un acte à chaque fois de plus en plus grave, jusqu'à tuer cette maman éléphant de mer qui est vraiment l'apogée de ce qu'ils peuvent faire de dégueulasse. Et à chaque fois, la nature réplique et en étant de plus en plus intense. Donc c'est vrai qu'elle les prévient. Par exemple, quand l'aigle les attaque, elle est entre guillemets juste très agressive, mais elle les tue pas. Et il y a comme ça une progression de la violence où la nature leur met des petits avertissements, mais quand même ils persévèrent dans le fait qu'ils sont horribles avec tout ce qui est vivant autour d'eux, quoi. Et oui, et puis il y a même une métaphore plus générale, je pense peut-être un peu niaise, mais qui est toujours très vraie aujourd'hui. C'est qu'en fait, l'humanité va à sa propre perte en voulant se jouer de la nature, en fait. Voilà, en détruisant, polluant. Voilà. Dans le fond, on parle d'un couple dysfonctionnel, mais on peut voir aussi un propos plus large sur la destruction de l'environnement et de l'écosystème. Froncil Sourcé nous envoie « J'ai découvert ça grâce au coin du bis. Et bon sang, quel choc !» Ah, tiens donc. Voilà, l'empire. De toute façon, tout le monde sait ici que c'est bien toi qui fais vivre ce podcast, Mathieu. D'après ce qui circule sur les réseaux. Merci à toi de faire vivre. J'ai vu le tweet, ouais. Merci à toi, grand sage. On l'a tous vu, hein, merci Mathieu de faire vivre ce podcast. Ah, de rien. Starflord nous envoie « C'est très bien. La mise en scène simple mais efficace dans sa narration arrive à nous faire perdre sur un lieu et des personnages dont on avait l'impression de connaître. Mais la nature, plus forte que tout, punit le gros mascu viril, et ça, c'est cool. » Max d'Elevated nous dit juste chef-d'œuvre de Losploitation, probablement mon Everett de Roche préféré. Alors, on a déjà cité pas mal de films de Everett de Roche. Il a écrit Patrick. Je crois que c'est Lily qui l'a cité tout à l'heure. Oui. Mm-hmm. Et c'est aussi Harlequin et Razorback. Et Déviation mortelle aussi. Hein. Oui, ouais. Déviation mortelle, c'est Road Games. Road Games. Et de mémoire, je crois qu'il est sorti dans la collection Make My Day. C'est Make My Day. De Jean-Baptiste Toré. Et c'est un très 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 bon film, bien différent de ce qu'on peut imaginer quand on regarde l'histoire. Et le méchant est joué par Grant Page, donc le cascadeur complètement fou là dont je parlais tout à l'heure. Donc rien que pour ça, il faut voir Road Games. Pour faire simple, Road Games, c'est fenêtre sur cour dans un camion en mouvement. Ouais, voilà. Exactement. Ça vend du rêve. À l'australienne. D'accord, ça vend du rêve. Let's go. Oh putain, les psychopathes. Lionel Rondoudou, toujours mon pseudo préféré des gens qui nous envoient des messages. Quand j'ai posté la demande d'avis sur Twitter, j'ai dit on parle de ce film pour faire plaisir aux fans de cinéma italien, australien, pardon, je vais pas me faire insulter. Et il a dit c'est pas pour faire plaisir aux fans de bon ciné en tout cas, tant le film est mou, mais mou. Ça veut tant vendre du mystérieux mystère que ça en devient rapidement pénible et que l'ensemble m'a juste paru mou et assez vide. Est-ce qu'on est d'accord ? Non. Est-ce qu'on lui dit ? Mais il est pas rentré dedans, visiblement. C'est ça. Sachant que le mot sur la programmation du podcast, je l'apprends à cœur.
Voilà, Lionel, tu n'es plus mon préféré du lot, sache-le. Et pour finir, on a Nini Mortel qui nous envoie, vu à la Filmothèque du Quartier Latin, une dame dans la salle a ronflé pendant tout le film, ajoutant ce petit quelque chose à l'angoisse sauvage de ces grands espaces australiens. C'est le dugong, ça. Incroyable. Non, mais Bah voilà. Ça se comprend. Oui, ça elle l'a vu en filme 4DX. Juste un petit truc à rajouter, il y a dans les prochains mois un bouquin qui va sortir sur Losploitation qui s'appelle Down Under Movies, qui a été financé via un truc participatif et qui est vraiment vraiment prometteur. Je crois qu'il y a Melvin Zen aussi qui écrit des trucs dedans. Voilà, donc j'ai mis des sous dans le bouquin, j'ai très hâte de l'avoir entre les mains et je pense que c'est en fait avec Not Quite Hollywood, encore une fois, le truc à posséder chez soi si on veut vraiment découvrir ce qui se cache derrière Losploitation. Je citerai aussi le bouquin de Melvin Z sur Mad Max, au passage. Oui, indispensable, ouais. Qui est une bible, c'est en 3 volumes. Le premier volume est sorti il y a 1 an et quelques, le deuxième devrait sortir dans 1 an ou 2. Il prend son temps, mais pour le coup, c'est la bible en fait, littéralement. Le premier tome, ça revient sur l'histoire du cinéma, le Losploitation, et le premier Mad Max, et c'est fou. Concrètement, le travail qu'il a fait avec. Ouais, si vous avez toujours rêvé de savoir c'était quoi la marque du slip que portait le figurant qu'on voit pendant une fraction de seconde au 3e plan, voilà, vous aurez la réponse, quoi. Il le sait, vraiment, il a tout, interviewé le mec, tout. il a été le voir, Ouais. c'est ce genre de mec. Non, il a interviewé le mec, il a récupéré le slip en fait. Tu vois, Il a le slip, il était allé dans le désert, il l'a déterré, il l'a il encadré. le porte, voilà, c'est bon. Enfin voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Tania d'avoir été avec nous. Merci à vous. Ouais. Merci beaucoup. T'inquiète, hein, c'est un plaisir. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu as une actu en particulier? Est-ce que le podcast y revient? Est-ce que là vous êtes en vacances? Alors, on est en vacances actuellement, mais il y a une émission qui est prévue pour début septembre. La rentrée. Exactement. Et on continue jusqu'à la fin de l'année et au-delà. Eh ben écoute, on sera là. Merci évidemment au reste de l'équipe. Hein. Merci Mathieu, merci Mylène, merci Lily, merci Amélie. Merci. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Jumpscarecast sur Twitter et Instagram, 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify. N'hésitez pas, cliquez, lâchez des commentaires comme le disait Morsaille. Et on se dit à vendredi prochain pour la reprise officielle du coup des Jumpscares classiques qui n'ont aucune différence bien sûr avec les Jumpscares du Summer Camp. Mais voilà, à vendredi prochain. Salut. Ciao, ciao. Au revoir. Bonne rentrée. Salut.